Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons vu que la société confierait différents rôles, différentes fonctions à l'école. D'une part, faire des élèves de futurs citoyennes et citoyens en leur transmettant des valeurs communes qui leur permettront de s'insérer dans la société. Mais aussi, et c'est ce à quoi on pense le plus quand on interroge des personnes, des parents d'élèves par exemple, sur les rôles que doit réaliser l'école, transmettre des compétences pour permettre aux individus de s'insérer sur le marché du travail. Et nous avons vu que l'école était censée atteindre ces objectifs de la même façon pour tout le monde. Elle est censée permettre à chaque élève de s'épanouir, de réaliser son plein potentiel. On attend de l'école qu'elle soit le parfait exemple de la méritocratie, d'un environnement, d'une société où les résultats et la place de chacune et chacun dépendent uniquement de son travail et de ses efforts personnels et n'est pas influencé par son genre, son origine sociale, sa religion, etc. Néanmoins, la question de la justice sociale au sein de l'école, la question des inégalités scolaires revient souvent et montre que ce n'est non seulement pas totalement atteint, et que ce sera probablement jamais, à se faire d'illusions à cet égard, mais que c'est une question qu'il convient de se poser régulièrement pour faire des progrès. On ne peut pas être parfait, mais il faut qu'on travaille constamment à corriger ses défauts pour au moins se rapprocher de cet idéal de perfection. Donc on va s'interroger dans cette vidéo sur l'état des inégalités scolaires, à quel point elles sont importantes, à quel point elles ont pu diminuer, et pour se demander justement aujourd'hui, est-ce que tous les élèves, dans quelle mesure est-ce que tous les élèves ont les mêmes chances de réussir à l'école? Pour aborder cette question, il faut naturellement commencer par se demander qu'est-ce que la démocratisation scolaire? Toujours penser à définir les termes du sujet avant de mener une réflexion sur un sujet, avant de s'interroger sur ce sujet. En l'occurrence, la démocratisation scolaire est le processus qui permet à tous les élèves d'avoir les mêmes chances de réussir et de poursuivre des études, peu importe leur origine sociale ou leur genre. Je répète, la démocratisation scolaire est le processus qui permet à tous les élèves d'avoir les mêmes chances de réussir et de poursuivre des études, peu importe leur origine sociale et leur genre. Donc on voit bien finalement dans cette définition que la démocratisation scolaire, c'est tout simplement la baisse de l'inégalité scolaire. Ça ne signifie pas que tout le monde pourra réussir et poursuivre des études, mais en tout cas, tout le monde aura les mêmes chances et des caractéristiques individuelles comme l'origine sociale ou le genre ne doivent pas intervenir. Uniquement vos compétences et votre travail doivent vous permettre de réussir. Donc ça, c'est cette idée de démocratisation scolaire. Ça peut sembler assez simple, mais en réalité, c'est une question plus complexe qu'il n'y paraît. Et vous avez ainsi des sociologues de l'éducation qui distinguent plusieurs formes de démocratisation scolaire, notamment pour mettre en avant le fait que la baisse des inégalités à l'école sur un certain point, dans une certaine dimension, peut être compensée et être rattrapée par l'augmentation des inégalités dans un autre domaine. Cette notion de démocratisation scolaire doit notamment être distinguée de la notion de massification scolaire, que je vais définir à présent. La massification scolaire est le processus qui permet à une partie plus importante de la population de poursuivre des études. Je répète, la massification scolaire est le processus qui permet à une partie plus importante de la population de poursuivre des études. Donc là, il faut bien comprendre cette distinction entre démocratisation scolaire et massification scolaire. Massification scolaire, ça signifie que tout le monde a plus de chances de poursuivre des études par rapport à la situation précédente. Ça ne signifie pas pour autant que tout le monde a les mêmes chances de réussir et de poursuivre des études, à la fois parce qu'il pouvait y avoir des inégalités avant cette augmentation des études, d'accès aux études, et le fait qu'on a plus souvent accès aux études, cette augmentation, elle n'est pas forcément la même pour tout le monde. Peut-être qu'il y a certaines catégories de la population qui en profitent plus que d'autres. Sur la notion de démocratisation scolaire, c'est pas à quel point est-ce qu'on a accès aux études, mais à quel point est-ce qu'il y a des écarts, des différences entre différentes catégories sociales. Donc il faut bien
faire attention à cette distinction entre démocratisation et massification scolaire. Est-ce que c'est tout simplement plus de monde qui ont accès aux études, ou est-ce que c'est une correction et une réduction des inégalités? Est-ce que dans le fait que plus de monde a accès aux études, ça signifie que tout le monde a le même accès aux études? Et c'est ce qu'on va voir justement dans le reste de la vidéo. On va d'abord s'interroger sur la notion de massification scolaire et montrer qu'aujourd'hui l'école est plus ouverte, que plus de monde a accès aux études, notamment aux études supérieures. Donc là, vous avez une frise où vous avez un certain nombre de repères, notamment de décisions politiques, qui ont permis d'ouvrir l'accès à l'école et aux études. On peut remonter à 1833 avec la loi Guizot. On va plus fréquemment penser aux lois Ferry de 1881-1882 qui rendent obligatoire la scolarité pour les enfants, filles et garçons de 6 à 13 ans et qui instaurent aussi l'école publique laïque, par opposition à l'enseignement qui était souvent dominé par l'Église catholique. Vous avez ensuite d'autres lois, par exemple en 1975, la loi Haby sur le collège unique. Donc, avant 1975, vous avez différentes formes de collèges, des collèges justement plus professionnels et des collèges au contraire qui devaient mener au lycée et aux études supérieures. À partir de 1975, vous avez un seul collège. Vous pouvez avoir quelques sections particulières, par exemple les SECPA, etc., à l'intérieur d'un collège, mais en tout cas, le principe est que tous les collégiens doivent suivre à peu près la même scolarité. Et que sortir de ce modèle doit être une exception par rapport à clairement un système où vous auriez différentes filières dès le collège. Vous avez la création des zones d'éducation prioritaire en 1981, devenues aujourd'hui les réseaux d'éducation prioritaire. On pourrait citer justement aussi dans les années 80, en 1985, l'objectif fixé par le ministre de l'Éducation de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, de mener 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, qui est repris dans la loi Fillon de 2005. Et même en dehors de cette frise, on pourrait citer d'autres repères, on va en citer quelques-uns. Mais là, ça nous donne déjà une idée qu'il y a une véritable volonté politique. Est-ce qu'elle se donne les moyens ensuite? On peut s'interroger là-dessus. En tout cas, une volonté politique d'ouvrir l'accès à l'école et aux études supérieures. Quand on regarde la progression des bacheliers, du pourcentage de bacheliers au sein d'une génération, en partant de 1950, on voit bien qu'il y a une claire progression de l'accès au baccalauréat. En 1950, on est à environ 5% d'une classe d'âge qui a accès et qui réussit à avoir le baccalauréat. Aujourd'hui, en 2008, on est à plus de 80%. Donc, cette progression, on voit bien, elle s'est faite par différentes étapes, mais elle est en tout cas incontestable. Donc, si on doit mettre en avant un certain nombre de repères, de dates qui ont permis une augmentation de l'accès au baccalauréat, on peut commencer avec 1968, la création des bacs technologiques. Donc là, vous aviez une fine rayure grise, pas toujours bien clair justement de savoir à quoi correspond. En tout cas, là, ça apparaît. Et cela permet clairement d'augmenter le pourcentage de membres d'une même classe d'âge qui a un baccalauréat. Il y a une augmentation du pourcentage de bacheliers généraux justement avant, en 1967, mais qui redescend ensuite et qui progresse finalement assez lentement jusqu'à la fin des années 80. Et en réalité, c'est le fait de rajouter une couche supplémentaire, de rajouter le bac technologique, qui permet de passer par exemple à, si on prend en 1970, où le bac technologique est encore minoritaire, à moins de 20%, 18% par exemple, donc en 1970, à en 1985 à quasiment 30%. Donc là, on a presque doublé le pourcentage de personnes ayant accès au baccalauréat grâce notamment à la création des bacs technologiques. En 1985, vous avez la création des bacs professionnels qui rajoutent une couche supplémentaire par rapport à ce dispositif. Alors vous avez certes, on voit bien, une augmentation de pourcentage de personnes qui ont accès au baccalauréat entre donc la fin des années 80 et le début des années 90. On passe
d'environ 20% à plus de 30%. C'est quand même une hausse qui est à signaler. Mais vous avez aussi, un processus qui est progressif, mais le pourcentage de personnes qui a accès au bac professionnel qui apparaît, qui augmente, jusqu'à représenter environ 10% d'une classe d'âge. 10% qui se rajoute au pourcentage de personnes qui ont un bac technologique ou un bac général. En 2010, vous avez la suppression des BEP et la généralisation des bacs pro qui permet une augmentation du coup assez marquée du pourcentage de personnes titulaires d'un bac pro au sein d'une même classe d'âge. Vous avez aussi une augmentation notamment du pourcentage de personnes ayant un bac général, mais qui est plus faible. Donc voilà, ces différents dispositifs, notamment la création des bacs technologiques et des bacs professionnels, permettent clairement de passer progressivement d'environ 5% de la population, enfin 5% d'une classe d'âge, qui est titulaire du baccalauréat à plus de 80%. Donc là, il faut bien comprendre ce pourcentage de bacheliers au sein d'une génération, de pourcentage de personnes ayant le bac au sein d'une même classe d'âge, c'est pas la même chose que le taux de réussite au bac. Le taux de réussite, il est calculé en fonction des personnes qui ont passé le bac. Là, toutes les personnes qui ont arrêté leurs études avant le bac, par exemple, qui ont fait un CAP ou un BEP, ne sont pas comptées dans ces chiffres. C'est pour ça que quand on supprime les BEP pour généraliser les bacs pro, on observe une augmentation justement du pourcentage de bacheliers et bachelières au sein d'une classe d'âge. Et aussi évidemment toutes les personnes qui ont simplement arrêté avant tout le processus de décrochage scolaire. C'est pour ça qu'on est à un chiffre de plutôt aux alentours de 80%, qui ne correspond pas aux chiffres de taux de réussite au bac qui sont généralement au-dessus des 90% sur les années les plus récentes. Donc on voit bien justement qu'il y a eu différentes réformes pour ouvrir l'accès aux études, ça on l'a dit. Vous avez aussi, quand on regarde les études supérieures, aussi cette question de ouvrir les études supérieures en proposant des filières plus professionnalisantes, avec la création des BTS en 1962, la création des DUT en 1965. Donc BTS, c'est les brevets de technicien supérieur. Les DUT, c'est les diplômes universitaires technologiques qui vont être remplacés maintenant l'année prochaine par des bachelors universitaires technologiques, avec une formation qui va passer de 2 à 3 ans. Et on va voir, mais généralisation de l'accès aux études supérieures dans les années 1980. Donc, quand on regarde un autre indicateur, le taux de scolarisation à 21 ans, ce qui correspond bien à quel est le pourcentage de personnes qui, justement, continuent à faire des études à cet âge-là, on voit bien qu'il a fortement augmenté depuis 1986 et même s'il a un peu varié, aux alentours de 5 points de pourcentage, donc c'est une variation qui est là, mais qui n'est pas non plus si importante, qui fluctue entre 40 et 45% des personnes de 21 ans qui sont encore en train de faire des études. Donc cette augmentation du taux de scolarisation montre bien qu'il y a une partie plus importante de la population qui a accès aux études. On peut aussi, enfin, un dernier indicateur qu'on va voir, regarder le diplôme le plus élevé obtenu selon la tranche d'âge. Donc on voit bien que les générations les plus récentes, qui ont entre 25 et 34 ans, plus de 30% d'entre elles, 33% à peu près d'entre elles, ont un diplôme du supérieur long, c'est-à-dire un diplôme supérieur à Bac+2. Quand on regarde au contraire des générations plus anciennes, par exemple les personnes entre 55 et 64 ans, on voit que le diplôme le plus important parmi ces personnes, pour plus de 30% d'entre elles, c'était CAP, BEP ou équivalent. C'est encore le diplôme le plus important pour les personnes entre 45 et 54 ans. Même si on voit bien que le pourcentage de personnes n'ayant aucun diplôme ou juste le certificat d'études primaires qui était donné à la fin de l'école primaire avant la potentielle entrée au collège, car à une certaine époque tout le monde n'accédait pas au collège.
on voit bien que ce chiffre a progressivement baissé. On passe de un peu moins de 25% pour les personnes entre 55 et 64 ans à moins de 10% pour les personnes entre 25 et 34 ans. A l'inverse, le pourcentage de personnes titulaires d'un diplôme du supérieur long a progressivement augmenté, passant de moins de 15% pour les personnes entre 55 et 64 ans à, comme on l'a dit, plus de 30% pour les personnes entre 25 et 34 ans. Et ça devient, à partir de la génération qui a aujourd'hui entre 35 et 44 ans, le diplôme le plus important parmi cette classe d'âge. Donc on voit bien que plus de personnes ont accès au bac, et le bac étant le premier diplôme de l'enseignement supérieur, plus de personnes peuvent faire des études longues, à tel point qu'aujourd'hui, justement, les diplômes supérieurs longs, que ce soit les licences ou les masters, sont les diplômes les plus importants parmi les personnes entre 25 et 44 ans. Mais là, on n'a fait que démontrer qu'il y avait massification scolaire, que une partie plus importante de la population, une partie plus importante d'une classe d'âge, avait accès aux études supérieures. On n'a pas démontré qu'au sein de cette classe d'âge, tout le monde avait les mêmes chances de réaliser des études supérieures, d'avoir un diplôme supérieur long, notamment en fonction de son origine sociale ou de son genre. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, cette question de la démocratisation scolaire qui reste en réalité inachevée, car les inégalités scolaires persistent, même si elles se sont transformées du fait de la massification scolaire, du fait que aujourd'hui plus de 80% d'une classe d'âge a un baccalauréat et qu'une partie plus importante de la population a accès aux études supérieures. Quand on regarde par exemple déjà au niveau du baccalauréat, on voit bien que si plus de 80% d'une classe d'âge a un baccalauréat, on n'a pas forcément le même type de baccalauréat. Quand on regarde justement les élèves en formation professionnelle et formation générale technologique, on s'intéresse à l'origine sociale, on voit que les élèves d'origine défavorisée sont surreprésentés dans les formations professionnelles, où ils représentent presque 50% de l'ensemble des élèves, contre à peine plus de 20% des élèves en formation générale technologique, alors qu'à l'inverse, les élèves d'origine favorisée ou très favorisée sont surreprésentés dans les formations générales technologiques, où ils représentent plus de 50% des élèves. A l'inverse, dans les formations professionnelles, on ne retrouve que à peine plus de 20% des élèves d'origine favorisée ou très favorisée. Donc on voit bien qu'il y a une inégalité dans l'accès aux filières du baccalauréat selon son origine sociale. Cette inégalité se reproduit toujours au niveau du baccalauréat dans la réussite. Quel est le pourcentage, si on regarde pour cette fois-ci le taux de réussite, quel est le pourcentage d'élèves au sein d'une même filière qui réussissent à avoir leur baccalauréat, et on voit bien que ce pourcentage varie selon l'origine sociale. Et on peut pousser plus loin, évidemment. Avoir son bac, c'est une chose, avoir une mention, c'est mieux. Et on voit aussi que l'origine sociale joue en gros sur les notes qu'on obtient au baccalauréat et donc sur la probabilité d'avoir une mention. Donc là, vous avez des inégalités déjà au niveau du baccalauréat. Tout le monde a le baccalauréat, enfin tout le monde, presque tout le monde, pardon, a le baccalauréat, donc 80% du tas d'âge a un baccalauréat, mais presque tout le monde n'a pas le même baccalauréat. Entre un bac professionnel obtenu au rattrapage et un bac avec des options prestigieuses, un bac général avec des options prestigieuses obtenues avec une mention très bien, forcément, il y a tout un monde et notamment l'origine sociale va jouer sur la probabilité d'appartenir à l'une ou l'autre de ces catégories. Ces inégalités vont assez logiquement se retrouver dans l'accès à l'enseignement supérieur et ses différentes filières. On va voir non seulement une influence du type de bac, c'est-à-dire que les élèves issus d'un baccalauréat professionnel n'ont pas accès aux mêmes formations et ne font pas les mêmes formations que les élèves issus d'un bac général, mais ce qui finalement se comprend, un bac professionnel, ça n'est pas censé mener aux mêmes études qu'un bac général, ça peut même être une fin en soi, ce qui n'est pas du tout le cas du bac général, qui n'est qu'un passeport vers l'enseignement supérieur. Mais là où c'est plus problématique, c'est que, comme on l'a vu, parmi les élèves issus d'un bac professionnel, vous avez une surreprésentation de personnes
avec une origine sociale défavorisée, et parmi les personnes avec un bac général, vous avez une sous-représentation des personnes d'origine favorisée ou très favorisée. Donc ça signifie que l'origine sociale va peser sur votre accès à l'enseignement supérieur et sur le type de formation que vous allez faire. Et ça, on peut le voir sur ce graphique. Donc, on va d'abord regarder justement l'ensemble de la population avant de voir que ces chiffres ne sont pas les mêmes au sein des différentes formations. Se dire que si on avait une répartition aléatoire, on devrait avoir les mêmes chiffres à peu près dans l'ensemble de la population et au sein de chaque formation. Dans l'ensemble de la population donc étudiante, en 2018-2019, vous avez par exemple 29% d'enfants, d'ouvriers et d'employés. Ce chiffre monte à 44% parmi les étudiants en section technologique supérieure, donc en gros tout ce qui est BTS. STS, BTS, globalement c'est la même chose. STS c'est la formation, si on veut, et BTS c'est le diplôme que vous obtenez à la fin, voilà la petite nuance, mais globalement donc c'est la même chose. Donc on passe de, comme je l'ai dit, 29% des étudiantes et étudiants enfants d'ouvriers ou d'employés à 44% parmi les étudiantes et étudiants de BTS. Ce chiffre tombe cette fois-ci par contre à 18% au sein des étudiantes et étudiants en classe préparatoire. Et si vous regardez des formations des écoles supérieures, par exemple là vous avez l'exemple de des écoles normales supérieures, mais on pourrait évidemment prendre des chiffres pour des écoles comme HEC ou comme l'ENA, vous avez encore moins de 10% des étudiantes et étudiants qui sont enfants d'ouvriers ou d'employés. Évidemment, ce chiffre est encore plus bas pour des écoles comme l'ENA ou HEC. A l'inverse, quand on regarde les enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures, ils et elles représentent 34% de l'ensemble des étudiantes et étudiants en 2018-2019. Ce chiffre tombe à 16% des étudiantes et étudiants en BTS et monte par contre à 53% des étudiantes et étudiants en classe préparatoire. Donc les enfants de cadre sont sous-représentés parmi les étudiants de BTS et sont surreprésentés parmi les étudiantes et étudiants de classe préparatoire. Globalement, on voit bien dans ce graphique que le fait qu'une partie plus importante de la population ait accès aux études supérieures, ce qui est une bonne chose qui mérite d'être saluée, ne signifie pas que les inégalités scolaires ont disparu, que l'école et que les études se sont démocratisées, car non seulement il y a des inégalités selon l'accès à l'enseignement supérieur, mais même au sein de l'enseignement supérieur des différentes formations, on voit bien que votre origine sociale va influencer quel type de formation vous allez faire. Je voudrais juste rajouter quelque chose rapidement à propos, avant de terminer cette vidéo. Ces graphiques sont issus d'un site internet que je vais vous mettre en description. Et vous avez justement du coup sur ce site une page qui fait l'état de la démocratisation scolaire et du fait que on observe d'un côté une massification scolaire, une augmentation de l'accès aux études supérieures et de l'autre côté une démocratisation scolaire qui reste inachevée et des inégalités qui persistent. Voilà, c'est tout.